Quel destin? Quel destin? Est-ce que je sais, moi, le destin? Enfin, ce qu'on appelle le destin. Il n'y a pas de destin qui tienne. C'est arrivé ou c'est pas arrivé? Bon, mettons que ce soit arrivé. Kara haussait le ton. Maintenant, le cultivateur voulait semoncer Slimane Meskin. C'était prévu, à cause de ses bavardages. Slimane l'écouta dans l'attitude contrite qui convient à un fellah devant un personnage important. D'autres paysans, qu'avait attiré la présence de Kara, assistaient de loin à la scène, derrière des plants de roseaux et des troncs d'arbres. « Écoute, messire, vociféra Slimane Meskin en réponse à ces sermons. Cesse de te mêler des affaires des autres, ou je t'arrache les poils des moustaches. Il leva la main et tira une moustache du cultivateur en gloussant d'une manière indécente. Il tira encore plus fort l'autre moustache. Il tourna autour du gros homme. Celui-ci resta bouche bée. Il tenta d'imposer le respect à l'insolent. Ah, ouiche! Son autorité ne fut d'aucun effet. Il voulut le frapper. Bernique. À distance, les fellahs se tortillaient. Poil gris de Belzébuth. Poil gris de Belzébuth, s'écriait Slimane. Je te l'arrache, je te l'arrache. Il partit d'un rire prolongé qui jeta l'épouvante sur le visage de Kara Ali. Les fellahs tenaient à rester cachés. Quelques-uns coururent jusqu'au village en se tenant les côtes. Ils se hâtaient d'aller propager la nouvelle. Finalement, ce fut tout juste si le cultivateur put s'enfuir. Sans cela, Slimane lui eût sans doute arraché tous les poils de la moustache. « Occupe-toi de tes affaires. Si tu ne veux pas voir ta barbe griller un jour, lui lança Slimane de loin. L'autre, oubliant tout le respect qu'il devait à sa personne, prit ses jambes à son cou et disparut dans le balancement de sa culotte bouffante. La nouvelle se répandit. Que reste-t-il à dire? Les gens les avaient bien ri. À partir de ce jour-là, chaque fois qu'il rencontrait un bon ami de l'autorité, il se poussait du coude. Va, il trouvera bien son Slimane Meskin. Et de s'envoyer des claques sur les genoux. Il disait, pourvu que celui-là ne s'attaque pas à Slimane Meskin, il ne ferait plus le malin après. Kara Ali, plusieurs fois de suite, essaya de se montrer. Mais régulièrement des rires fusaient dans son dos. Quand il se retournait, plus personne. À croire que des génies le poursuivaient de leurs moqueries. Il interpellait les gens. Les fellahs s'approchaient et le regardaient droit dans les yeux. Et c'était lui, Kara Ali, qui finissait par perdre contenance. Il bredouillait et toussait. Cet accès de tout n'en imposait à personne. Les fellahs lui tournaient le dos. Messire Kara leur déclara alors qu'il considérait désormais comme ennemi du gouvernement et de l'islam tout fellah qui s'acoquinerait avec Slimane Meskin. Autant dire tout le monde ici, commentèrent ceux de Bni Boublen. Autant dire tout le village, n'est-ce pas?
Pour sortir de la voie sacrée de l'islam, ça, non. Mais s'il veut que nous soyons les adversaires du gouvernement, eh bien, qu'il en soit, comme il l'a dit. Omar devrait savoir toutes ces choses, avait dit Commandard. L'enfant était en bordure du champ de Kara, couché au pied du grand térébinthe. L'après-midi d'août semblait fixé dans la substance immémoriale du temps, plein, lourd d'affluves. La menthe sauvage et les plantes aromatiques se desséchaient. D'évidence, cet après-midi n'avait ni fin ni commencement. Il y avait si longtemps que le garçon avait perdu tout souvenir de l'heure. Chaque arbre, chaque pierre, chaque repli de la montagne et de la campagne était coulé dans une matière immuable. Au fond de cet engourdissement infini cheminait le jour sans mesure, dont l'ombre légère, grande térébinthe, les regards de l'enfant épiaient la présence muette de cette mort. Omar savait-il vraiment ces choses? Les enfants font quelquefois semblant de n'en rien savoir. Le garçon arracha des brins de gazon en se livrant à ses réflexions. Il contempla les herbes cueillies, puis les mâcha avec satisfaction. Il savait comment sont les choses. De ses orteils nus, il fouillait la terre toute fraîche à cet endroit. Omar reconnaissait le térébinthe. Il étendait le bras et le touchait. Il reconnut l'écorce qui poussait tout autour. Il pressa fortement avec la paume de la main le tronc de l'arbre, et un morceau rude en tomba. Cela, il le comprenait aussi. Le vent gémit à mi-voix dans ses oreilles. Toutes les feuilles s'étaient retournées dans leur lutte contre cette violence. Omar entendait leur bruissement. Quand le soleil fut au-dessus de leur tête, dit Commandard, les moissonneurs durent s'arrêter. Une fois debout, leur ombre retomba à leurs pieds. Et c'était tout noir. Ils quittèrent alors les champs et allèrent s'asseoir sous les arbres. D'autres attendirent un peu. Ils laissèrent la grande machine seule au milieu des ruisseaux de feu qui se formaient dans les moissons. Elle défiait tout. Avec ses multiples membres de fer et de bois au milieu des cultures, tel un monstre tombé du ciel, elle semblait dormir, elle aussi. Ses barres rouges vifs, la neuve dureté des dents d'acier, tant de nudité et de commune laideur, d'inertie et de force, réunies à la fois dans un être de métal sans visage, mais tout en bras, en griffes, en mâchoires, ne paraissaient devoir leur présence ici qu'à quelque hasard impénétrable. Puis en arrière, au moins presque à la limite visible des blés étendus, la ferme du colon Marcus. Vieille maison bâtie par son grand-père, avec sa façade uniforme, son auvent, ses meurtrières, sa couleur rose passée d'ancienne poterie, ses tuiles recouvertes d'une couche de mousse grise. Tout cela avait l'air d'être le vrai visage de l'Algérie. Mais ce n'était que simple surface. Ce visage lui avait été façonné par la colonisation. Et l'Algérie a 1 million d'autres visages. Cela aussi Omar le comprenait.
Il regardait les terrains qui épousaient la ligne ondulée du pays. Les chaumes grillés et morts crépitaient en se balançant dans le vent. Cette toison d'herbe roussie avait l'apparence tantôt de l'or entrant en fusion, tantôt d'une chevelure que la terre secouait mollement sur ses épaules en défaillant dans l'ardeur insoutenable. Tandis que l'écoulement du temps accomplissait son chemin dans le cœur de l'enfant, élevait en lui son antienne amicale et funèbre, les collines se dressaient à l'ouest, grises et mouchetées de mauve dans leur hostilité familière. Il en va ainsi souvent du monde, dit le vieil homme commandard. Omar ne discernait plus s'il était dans le pays que ses yeux lui montraient ou dans celui des blés que lui dépeignait commandard. Omar avait l'esprit agile et un corps sain. Il allait sur ses 11 ans. Son visage n'était pas particulièrement beau, mais d'une finesse presque excessive. Omar possédait un merveilleux instinct qui ne le trompait jamais. À cette seconde précise, pendant que commandard parlait, l'odeur de fer de la machine lui attaquait les narines. Couché dans l'herbe, il pensait. Voici comment sont les choses. Les champs de blé sont dorés et roux, couleur de pain cuit, mêlés déjà d'épis bruns et brûlés. Voilà là-bas la maison des Français, les colons à qui tout appartient, terre, moisson, arbres et air, et les oiseaux, et moi-même sans doute. Tout est solide et stable dans cet univers. Tout paraît à sa place dans cette éclatante magnificence. Ce sol comme cette ferme, ce ciel vibrant comme ces ouvriers qui s'en vont, qui reviennent maintenant parce qu'il faut reprendre le travail. Cette machine comme ces collines dénudées, comme ma respiration dans ce monde. Tout semble ordonné. Le jour s'immobilisa sur la méditation du garçon. Les oiseaux dans les feuilles, la quiétude des coups frappés au loin, un bourdonnement monotone, 1 heure de l'après-midi, dans la tranquille intimité de l'espace. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.